merci au stand Kuhn d'avoir baissé le volume pour nous permettre de faire cette table ronde. Je vous propose de démarrer donc, sur le sujet de la décarbonation de l'agriculture et de l'évolution de notre modèle agricole sous la contrainte énergie et climat. Avant de passer la parole, je voudrais dire quelques mots un petit peu pour cadrer le débat. Déjà, c'est que je pense que c'est une évidence, mais on vit un changement climatique. Il est réel. Je pense que tous les agriculteurs s'en rendent compte. Que d'un point de vue scientifique, le débat est tranché sur la responsabilité de ce changement climatique. Ça a été définitivement tranché justement dans le dernier rapport du GIEC du mois d'avril de cette année, qui dit bien que ce sont les activités humaines qui sont responsables du changement climatique. Et la première de ces activités, c'est la production d'électricité au charbon, qui est la plus émissive en termes d'activité humaine sur le changement climatique. Et vient ensuite l'agriculture au sens large, c'est-à-dire avec la déforestation, qui serait de l'ordre de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors dans le domaine agricole, quand on parle de gaz à effet de serre, on parle du dioxyde de carbone lié à la combustion du pétrole. On parle aussi du méthane, qui est un gaz qui est issu aussi des rizières principalement et de l'élevage bovin. Et on parle aussi du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui apparaît à l'épandage des engrais azotés, qui sont eux-mêmes fabriqués à partir de gaz naturel, qui est également une énergie fossile. Effectivement, pour décarboner l'agriculture, même si on ne souhaite pas le faire pour des raisons climatiques, on a aussi une deuxième obligation, c'est un peu la fin de l'abondance des énergies fossiles qui arrive, puisqu'on a passé le pic de pétrole en 2008 pour le pétrole conventionnel. On a de moins en moins de pétrole pour des raisons géologiques. Et notamment en Europe, on sera a priori les premiers à en souffrir, puisqu'on en a encore moins que les autres. Et ceux qui nous en procurent, c'est notamment la Russie, et en ce moment c'est un petit peu compliqué avec eux. Donc voilà un petit peu pour le cadre. Je te passe la parole, Andrea. Alors du coup, nous sommes Jean-Marie et Andrea, et c'est nous qui allons animer la table ronde. Mais je vais surtout passer un petit moment pour présenter nos invités aujourd'hui. Ils sont au nombre de 4. Je vais jouer la solidarité féminine et je vais commencer plutôt par Marion, qui a fait sa carrière dans la responsabilité sociétale des entreprises et qui a fait une reconversion justement vers le monde associatif pour rejoindre le réseau Fermes d'Avenir il y a à peu près 6 ans. Donc aujourd'hui, elle est la responsable de communication et développement du réseau Fermes d'Avenir, donc qui est une association de soutien à l'agroécologie. Merci Marion d'être avec nous aujourd'hui. Je vais continuer après avec Bertrand Davot. Cette table ronde, en fait, elle est organisée par une association de bénévoles qui s'appelle The Shifters. Et Bertrand Davot, en fait, lui, il est le représentant en chef, presque, j'ai envie de dire, de cette association aujourd'hui. Parce que on a une cellule, en fait, qu'on appelle cercle thématique. Un cercle thématique, c'est une cellule de réflexion sur un sujet en particulier. Et dans le cas qui nous amène aujourd'hui, ici, c'est l'agriculture et l'alimentation décarbonée. Donc Bertrand, il est là pour représenter avant tout en fait le cercle thématique agriculture et alimentation des Shifters, mais par ailleurs il est aussi ingénieur de recherche appliquée dans une ferme expérimentale dans l'Anjou qui se spécialise dans les systèmes de polyculture bovin. Donc merci Bertrand d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Alors je vais essayer de me faire le porte-parole, je suis animateur du cercle thématique effectivement agriculture et alimentation des Shifters. Merci. Ensuite, nous avons un deuxième représentant de l'association des Shifters, mais qui est là avec sa casquette quelque part d'agriculteur, ou en tout cas d'éleveur de brebis. Il s'agit de Julien Saillet, qui est juste là en face de moi. Donc lui, il est éleveur de brebis laitières en Haute-Savoie depuis 2008. Et il a une exploitation individuelle qui compte 140 brebis laitières en vue de transformation fromagère. Du coup, la ferme se réorganise pour le passage à l'agriculture biologique
Et donc, il va sûrement nous raconter beaucoup de choses aujourd'hui sur sa démarche professionnelle et personnelle. Et enfin, nous avons Antoine Gilbert, qui, quant à lui, il est un fils d'agriculteur, mais pas encore installé sur l'exploitation familiale. Il est ingénieur agro, Unilassal, et il est surtout aujourd'hui, en fait, parce qu'il est le cofondateur de Sysfarm, qui est une start-up qui a développé un outil en fait, de calcul des bilans carbone des exploitations agricoles et de valorisation des réductions d'émissions en crédit carbone. Donc, on lui dit un grand merci pour nous avoir rejoints aujourd'hui et on va démarrer cette table ronde et peut-être avant de lancer la première question, je vais juste vous annoncer rapidement le plan. Nous allons faire un petit point de cadrage sur l'importance en fait de décarboner l'agriculture et de faire la transition vers l'agroécologie. Ensuite, nous allons faire un zoom sur les différentes pratiques vertueuses qui nous permettent de faire cette transition. Et nous allons clôturer avec un point sur les outils, le rôle des outils et du machinisme dans les pratiques agroécologiques. Voilà. Donc pour démarrer, première question à laquelle il faudra qu'on réponde, c'est pourquoi finalement il faut décarboner l'agriculture aujourd'hui? Quels sont un peu les constats et pourquoi il faut décarboner l'agriculture? Quel est le lien entre l'agriculture et les différents puits de carbone? Je vais passer la parole peut-être à Bertrand dans un premier temps. Oui, un petit point d'état des lieux. Enfin, sur la thématique énergie-climat dans le secteur agricole, il y a 3 points majeurs. Donc il y a la question de l'adaptation. On parlait aussi de l'année climatique qui a quand même été assez particulière et si elle présage de ce qui peut arriver dans les années à venir. Il y a un sujet sur l'adaptation qui est assez central. Il y a la question de l'atténuation, et c'est là-dessus où on va faire un point assez important aujourd'hui, et donc de réduire les émissions du secteur agricole. Et deuxième, il y a la question de la séquestration aussi dans le secteur agricole. Alors sur la partie atténuation, si on fait juste un petit rappel des chiffres qui ont déjà été évoqués, l'agriculture à l'échelle mondiale en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est presque 30% des émissions de gaz à effet de serre. Si on y ajoute en fait la déforestation, si on fait un zoom plutôt à l'échelle française, on est de l'ordre de 18 à 20% d'émissions de gaz à effet de serre. Alors ce qui est un peu différent dans le secteur agricole, c'est que par rapport au célèbre CO2 qu'on retrouve fréquemment dans les autres secteurs d'activité, c'est vrai que ça a été rappelé, les 2 principaux gaz qu'on va retrouver majoritairement, c'est le méthane et le protoxyde d'azote, donc le CH4 et le N2O, qui eux deux vont représenter 85% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Donc le méthane, effectivement en France, est plutôt lié aux émissions de fermentation entérique sur les ruminants. Et le N2O, en fait, le protoxyde d'azote, c'est un produit qui effectivement est lié à la volatilisation de l'azote au moment de son épandage, que ce soit des engrais azotés minérales ou que ce soit des matières organiques. Donc 85% sur ces 2 gaz. Et effectivement, pourquoi? Parce que c'est 2 gaz qui ont des pouvoirs de réchauffement global, des PRG globaux, des PRG à 100 ans qui sont très élevés. Pour le méthane, c'est 28 équivalents CO2. Et pour le N2O, c'est 266 équivalents CO2. De petites quantités ont des impacts en termes de réchauffement en équivalent CO2 relativement importants. Alors ça ne doit pas faire quand même éluder le fait qu'effectivement cette faible représentativité du CO2 masque un petit peu aussi l'empreinte énergétique globale du système alimentaire français. C'est vrai qu'elle passe un peu sous les radars. Si on regarde le prisme des émissions, on ne voit pas forcément ça. Il faut rappeler quand même qu'en France, de la fourche, on va dire, voire même des mines de phosphate ou des puits de pétrole jusqu'à l'assiette du consommateur, la consommation totale de l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est l'équivalent de plus de 30 millions de tonnes d'équivalent pétrole qui sont consommés en termes d'empreinte énergétique. Donc quand on parle de décarbonation, il y a aussi cette question-là. On l'a évoqué un peu, les tensions qu'on peut avoir sur les approvisionnements, notamment énergétiques, ça pose quand même des questions. Et sur ces 30 millions, il y en a un tiers qui est effectivement au secteur de la production, la moitié pour les tracteurs, pour tout ce qui va être utilisé dans les machines agricoles, l'autre moitié pour la fabrication en gros des engrais azotés. Et il y a un autre tiers aussi qui est beaucoup lié au transport. Il y a un camion sur 3 en France qui transporte quelque chose qui se mange, soit à l'aval des exploitations, soit à l'amont. Et donc dans ces 30 millions, on a un tiers la production, mais aussi un tiers sur du transport qui vient transiter.
Voilà. Et enfin, juste pour terminer, il y a la question, je terminerai juste, il y a cette capacité, mais on va y revenir, j'imagine, en détail, de séquestrer du carbone dans l'agriculture. C'est la seule technologie verte en utilisant le vivant qui peut permettre effectivement de reprendre du CO2 dans l'atmosphère et d'aller le séquestrer dans le sol. Voilà un petit panorama rapide. Moi, je voudrais bien compléter juste en disant, on voit bien sur ces chiffres des 30 millions de tonnes qui sont pas uniquement pour l'agriculture, mais vraiment l'alimentation au sens large. Donc, on comprend la transformation, la distribution, le stockage, le transport, etc. Que quand vous avez aussi des marques qui, des fois, vont communiquer, des marques de l'agroalimentaire à outrance sur le changement de packaging, etc., pour réduire leurs émissions carbone, il ne faut pas oublier que, comme le rappelait Bertrand, le gros de l'impact, c'est vraiment sur les pratiques agricoles. Donc, si ces marques-là veulent vraiment aller vers une décarbonisation de l'agriculture et de l'alimentation, c'est davantage sur l'accompagnement des agriculteurs de leur filière qu'elles doivent travailler plutôt que sur le changement de leur packaging ou ces choses-là. C'était plus pour rappeler un petit peu parfois les contextes un peu greenwashing de certaines entreprises. Merci Bertrand, merci Marion. Antoine, Julien, vous avez d'autres choses à ajouter peut-être ou pas spécialement? Non, je pense que de toute manière on va développer un petit peu le reste et les différentes solutions, mais d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc une fois que nous avons compris l'importance de décarboner l'agriculture, nous pouvons passer à la suite et nous poser vraiment la question de comment décarboner cette agriculture. Comment justement on peut faire cela? Quelles pratiques vertueuses ou durables on peut mettre en place pour faire cette transition vers l'agroécologie et vers une agriculture décarbonée. Alors je vais peut-être passer la parole à Julien parce que il a un parcours qui est bien spécifique et j'aimerais l'interroger un tout petit peu sur sa démarche. J'aimerais bien du coup, Julien, si tu veux bien, que tu nous présentes en quelques phrases, quelques mots, à toi de voir, ta démarche, ton choix d'intégrer justement la filière de production et de transformation sur ton exploitation. Que tu nous permettes un tout petit peu de comprendre ton parcours de réflexion, comment tu es arrivé à prendre cette décision. Est-ce que voilà, tu as eu des challenges, est-ce qu'il y a des choses, des réussites que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui, voilà. Raconte-nous un peu ta démarche et ton parcours personnel. Oui, bonjour à tous. Alors, en somme, je tente de répondre sur le terrain à la réponse de comment, justement, comment décarboner. Alors, pour faire rapidement sur mon historique, moi je suis ce qu'on appelle un ORCAD familial, je ne suis pas issu du monde agricole, je suis fils d'artisan dans le secteur Haute-Savoie, qui est un bassin bovin-lait, avec des AOP comme le Reblochon l'Abondance, qui sont relativement connus. Moi j'ai monté mon exploitation agricole en partant sur la brebis laitière, sur un modèle plutôt conventionnel. J'ai un BTS en gestion agricole, donc j'ai démarré ça par rapport à ce que j'ai appris à l'école. J'ai démarré en 2008 et au fur et à mesure de mon cheminement, effectivement il y a eu pas mal d'évolutions et notamment la dernière qui concerne toutes les différentes contraintes. Mais je vais aller plus loin, inquiétude, parce que c'est surtout ça, en ce qui me concerne, qui est le moteur de ma mise en mouvement, c'est l'inquiétude observée des instabilités, des conséquences, notamment du changement climatique et des différentes contraintes de l'énergie. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, on va dire que je déblaye en deux temps la mise en mouvement. La première, quand je démarre dans le modèle conventionnel, j'avais recours en amendement à un peu de chimie et des intrants qui, notamment sur les protéines, de manière classique dans l'élevage laitier, qui venaient de l'Europe, comme les tourteaux de soja du Brésil. Et ces deux éléments-là me posaient problème dans les différentes connaissances que j'avais. Notamment sur l'impact à long terme de la chimie sans savoir vraiment où on allait, sans jugement, ça m'interpellait, et d'autre part sur la manière, et déjà la manière dont la filière soja du Brésil, parce que c'est elle qui a été aussi un moteur d'une première mise en mouvement, sur la manière dont c'était fait, notamment la déforestation. Et c'est ce qui m'a amené progressivement à m'orienter vers l'agriculture biologique,
dont le cahier des charges me paraissait mieux adapté à ces interrogations que j'avais. Le deuxième élément qui me fait basculer, c'est plutôt en 2015, sur une observation dans la moyenne montagne d'un truc un peu inédit qui avait été en juillet 2015 de 6 semaines de ce qu'on pourrait appeler une sécheresse et d'un réchauffement vraiment anormal avec ce que l'on pouvait observer, des champs qui commençaient à jaunir, ce qui était absolument inédit en moyenne montagne, et une baisse drastique d'une source que j'ai en alpage à 1500 mètres du côté de la chaîne des Aravis, pour ceux qui connaissent. Et donc je me nourris souvent, moi, des expériences de mes aînés. Donc quand j'avais vu ça, j'avais été courir voir les derniers anciens qui étaient par là à travers, en leur disant, mais est-ce que vous avez vu déjà ce truc-là, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, etc. Et la réponse était non, on n'a jamais vu ça. Et donc ça a commencé à émerger une réflexion en ce qui me concerne sur le pourquoi. Donc j'ai commencé à tomber sur le rapport du GIEC, mais j'ai été également m'informer, et au fur et à mesure du temps, ça a ouvert une porte qu'on a poussé d'autres, donc sur effectivement tout ce qui a été déblayé en amont par Bertrand et le constat que l'on voit maintenant. Je vais vous dire, parce que je crois qu'il faut être franc, parce que la démarche de la mise en mouvement, elle est personnelle au départ, c'est que j'ai été à un moment donné confronté à une inquiétude profonde qui a été la suivante. J'ai compris qu'on allait rentrer en instabilité, et j'ai des enfants, et c'est très personnel ce que je dis là, mais c'est vraiment la clé de départ. Comment je peux aujourd'hui les regarder dans les yeux en sachant que je suis acteur de quelque chose qui peut être compliqué pour eux demain. C'est vraiment ça ma clé de départ, et j'y tiens à le dire, c'est bien cheminement personnel à un moment donné. Donc la mise en mouvement maintenant sur le terrain, j'ai pas mal réfléchi, ça va être l'échange qu'on a au sein des shifters, ça va être les interventions techniques de différents intervenants, et ça m'a amené à l'outil qui me semblerait le mieux adapté pour arriver à répondre à ces différents enjeux, qui seraient les techniques agroécologiques. Donc aujourd'hui, comment ça se traduit sur mon exploitation? Donc un petit peu plus concret. Donc aujourd'hui, je suis en brebis laitière, transformation fromagère, déjà historiquement en circuit court, avec la vente à proximité. J'ai accéléré le traçage des intrants que j'avais fait déjà en origine depuis mon passage en agriculture biologique, et ça a passé par ce contrainte déjà de prendre la protéine au niveau national et de tenter de chercher l'autonomie en mettant en place de la céréale sur l'exploitation, chose qui ne se voyait plus depuis plusieurs décennies, en tout cas dans notre secteur, et en moyenne montagne où je suis, le but étant d'arriver à avoir une autonomie pour diminuer dans plein de choses différentes, être déjà. Alors au niveau énergie, ça va passer par quelque part une diminution d'utilisation de l'énergie, puisque certes, si je mets en place de la céréale sur mon exploitation, je brûle plus d'énergie pour le mettre en place. Par contre, je chinte l'énergie qui vient par le transport d'un aliment qui serait plus éloigné en ce qui concerne la contrainte énergétique. La recherche d'autonomie, c'est d'être capable d'avoir une forme de productivité, en tout cas pour la production laitière, en ayant mes céréales. Et après, pour aller beaucoup plus loin, les techniques agroécologiques, donc où j'ai besoin en parallèle de plus de connaissances, m'amènent aujourd'hui à raisonner sur une forme de polyculture, en ayant recours à de l'agroforesterie, aussi bien sur des essences forestières mais également des essences fruitières, pour développer des circuits de diversification, des assolements peut-être de légumes comme la pomme de terre en interculture, voire ce que j'ai démarré du blé panifiable. Bref, ça m'amène à ces volets-là du petit fruit en vue d'arriver à proposer une polyculture dans un modèle agroécologique, et d'arriver à tirer vers, à mon échelle, une résilience et
une future forme d'utilisation de l'énergie la plus pertinente possible. Est-ce que tu es seul dans cette démarche ou est-ce qu'il y a d'autres agriculteurs, d'autres éleveurs, d'autres personnes à ta connaissance qui sont dans la même pratique que toi? Alors plutôt peu, soyons clairs. Je pense, c'est mon avis personnel, que malgré qu'il y a l'émergence, malgré tout, et là j'observe de manière plus éloignée de mon secteur, une émergence d'énormément de réflexions et d'agriculteurs qui se mettent en mouvement et qui font de l'expérimentation dans les mêmes sens que moi je réfléchis, dans les mêmes réflexions que j'ai. Il y en a, mais globalement la corporation agricole, pour moi ça n'implique que moi, n'est pas encore en mouvement par rapport à ces enjeux-là. Et donc effectivement j'ai l'impression d'être un peu seul, anecdotiquement quelques agriculteurs où on tente des petites expérimentations, mais ouais, je navigue un petit peu seul, j'ai cette impression-là. Merci Julien. Je vais peut-être lancer un petit peu la balle vers Marion et vers Antoine, parce que vous travaillez également avec d'autres agriculteurs. Est-ce que vous avez des exemples de retours d'expérience qui ont été faits à ce sujet par rapport aux difficultés ou aux réussites que les agriculteurs ont pu avoir pendant leur démarche de transition agroécologique? Oui, nous on en a plein. Donc, nous, on est le réseau des fermes d'avenir, donc on a un réseau de fermes engagées dans l'agroécologie. On monte à la fois des programmes pour outiller, former et accompagner les agriculteurs. Et ensuite, on va mettre toutes ces fermes qui sont passées par nos programmes en réseau. Et donc, on a plein d'exemples, notamment des fermes qui sont en circuit court, qui s'en sortent très bien et d'un point de vue, qui ont des bonnes performances environnementales et sociales et qui arrivent à vivre de leur métier, à se tirer un salaire, à en vivre dignement. Donc notamment dans le maraîchage, ça va être beaucoup le maraîchage sur sol vivant qui du coup stimule beaucoup de porteurs de projets. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ces techniques qui sont de sol vivant, donc d'agriculture de conservation. On va plus travailler le sol, on va mettre des couverts permanents et avoir une grande diversité de cultures. On a des fermes en Normandie, on a par exemple la ferme des Gobettes ou la ferme de Jardin de Demain. On a notamment lancé un concours l'année dernière pour identifier les fermes les plus performantes de la région, donc on en a pas mal. Il y a la ferme Sapousse en Essonne par exemple. En élevage, on a aussi des fermes qui sont sur des modèles d'élevage bovin à l'herbe ou en pâturage tournant avec une gestion régénérative des prairies. On va avoir par exemple la ferme de l'Aïa en Auvergne. On a pas mal de fermes, on a la ferme Larousse au Pays Basque, on a beaucoup beaucoup, c'est à temporiser, je veux dire, c'est effectivement pas une majorité, mais nous, dans notre réseau d'à peu près 1 millier de fermes, on en recense quand même un certain nombre. En grande culture, on va avoir aussi des modèles de fermes qui sont en ABC, donc agriculture bio de conservation, donc c'est des fermes qui ne mettent pas d'intrants et qui réduisent au maximum leur travail de sol, ce qui est techniquement en grande culture encore assez challengeant. On a la ferme de la Tessonnerie par exemple en Ile-de-France qui fait ça. Ensuite sur les filières longues, c'est plus compliqué. Le problème c'est pas forcément la technique, c'est plus comment on arrive à rémunérer l'agriculteur et financer sa transition sur des filières longues, parce que le prix d'achat va être, il va pas pouvoir vendre au prix qui permettrait de rémunérer ses efforts agroécologiques dans ce type de filière. Ferme d'avenir, on fait notamment parfois du conseil. On a accompagné une grande marque de l'agroalimentaire qui était bio et qui voulait aller plus loin vers l'agriculture régénératrice. Et on a accompagné une vingtaine de ces producteurs en faisant des diagnostics. C'était des producteurs en grande culture de soja. On a fait des diagnostics, on leur a fait des programmes d'accompagnement vraiment très techniques sur comment aller plus loin que le bio pour limiter le travail du sol, etc. Et on se rend bien compte que dans ces contextes-là, après c'est le prix d'achat qui pose problème. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est aussi un problème qui est éminemment politique, parce que pour financer la transition, il va pas falloir, toi t'en parleras probablement mieux que moi Antoine, mais à un moment il va falloir que soit les citoyens acceptent de payer un prix pour leur alimentation qui permettent de financer la transition, de payer ces produits-là au juste prix, soit à l'État qui légifère pour rémunérer les services environnementaux que rendent les agriculteurs, mais pour l'instant c'est pas la panacée encore. Il y a quelques agences de l'eau qui font quelques programmes, la PAC un petit peu, mais c'est quand même des financements qui sont difficiles à aller chercher et qui sont pas assez rémunérateurs.
ou alors des entreprises privées qui commencent à arriver sur ce marché-là des crédits carbone. Et là, du coup, ça fait peut-être une bonne transition avec toi, Antoine. Transition pour Antoine, tout à fait. Merci Marion. Super, merci. Non mais en effet, je vais y venir. Après, j'aurais voulu compléter un petit peu sur vos deux éléments. Moi, d'aspect de fils d'agriculteur, de ce que je vois sur l'exploitation familiale en grande culture, mais aussi de ce que j'ai comme retour des agriculteurs, il y a quand même un constat qui est clair. On a été martelé quand même pour la plupart depuis ces dernières années par des contraintes, par des normes, etc. Et en effet, la prise de conscience, si elle n'est pas comme telle que tu l'évoquais, de dire demain qu'est-ce que je suis prêt à transmettre à mes générations futures, il n'y a pas assez, c'est une réalité d'initiative et d'accompagnement surtout de ces agriculteurs vers des agricultures plus régénératrices, de conservation, etc., tel que tu l'évoquais. Je pense que ça c'est un réel constat, mais aujourd'hui il manque un réel accompagnement à ce niveau-là, de rien que technique, tout ça. Et je pense que ça doit être développé. Après, donc oui, il y a l'aspect aujourd'hui qui a émergé depuis quelques années, là récemment, qui est donc le crédit carbone pour permettre de financer la mise en place de meilleures pratiques, mais je pense qu'on y viendra après. Oui, justement, c'est la question d'après. Donc si tu veux bien nous expliquer, si tu veux bien nous expliquer justement comment fonctionne le marché des crédits carbone pour un agriculteur. Enfin voilà, globalement, quel est le processus, quel revenu espéré pour un agriculteur, comment ça marche? Alors donc concrètement comment est-ce que ça marche? Alors nous principalement chez Sysfarm, donc on travaille sur le label bas carbone qui est un label qui a été mis en place par l'État. Il existe d'autres démarches dans des certifications hors du label français. Mais donc quel est le principe? Le principe c'est très très simple, c'est faire un bilan carbone de l'exploitation agricole. Il existe pour cela plusieurs méthodologies. Il y a une méthode spécifiquement liée à l'élevage. Il y a une méthode pour la grande culture. Nous, on intervient sur la grande culture aujourd'hui. Et donc, on analyse en fonction des pratiques des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils mettent comme engrais, quelle est la surface des cultures de blé, d'orge, de févrole, de pois, etc. sur les dernières années. On va regarder le labour, on va regarder s'il y a des engrais organiques, des choses comme ça. Et donc, ça va nous permettre d'établir déjà un état des lieux. C'est déjà la base du travail, c'est de voir aujourd'hui qu'est-ce que les agriculteurs émettent, ça a été rappelé notamment avec les 3 différents gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'ils émettent en fonction de leurs pratiques et qu'est-ce qu'ils stockent en carbone, en fonction des couverts végétaux, en fonction de la restitution des résidus. Donc ça c'est très très important de dire aujourd'hui quel est l'état des lieux, et donc on va regarder, on va simuler ce que demain la mise en place de nouvelles pratiques agricoles sur l'exploitation peut permettre de générer comme crédit carbone. Donc si par exemple, moi sur l'exploitation familiale, on s'est orienté vers une agriculture de régénération, agriculture de conservation, donc c'est exactement ce qu'expliquait Marion, plus de travail du sol, des couverts végétaux, ce genre de choses. Et donc, on a mesuré ce que ces leviers mis en place sur l'exploitation permettent d'améliorer, soit sur la réduction des émissions, ou soit sur l'augmentation du stockage de carbone. Pour donner quelques exemples, du coup, typiquement sur l'exploitation familiale, depuis qu'on utilise des couverts végétaux, on ne met plus d'engrais à base de phosphore ou de potasse, qui sont quand même très importants pour les cultures, et qui sont apportés, qui sont recyclés grâce aux couverts végétaux. Et à côté de ça, ça nous permet donc d'augmenter le stockage du carbone dans notre sol. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus le fonctionnement des crédits carbone et du marché, et puis en tenant compte du fait aussi que c'est un petit peu controversé, puisque les crédits carbone, on peut avoir l'impression que c'est un peu un droit à polluer pour les entreprises qui les rachètent, alors que c'est aussi un moyen quand même de financer les entreprises, et en l'occurrence les exploitations agricoles qui s'engagent dans cette démarche. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, donc c'est exactement ça le principe. Le but du jeu, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. L'objectif, ce n'est pas que demain les entreprises financent la mise en place de pratiques agroécologiques et que d'un autre côté, elles augmentent la part des émissions. C'est exactement ce que tu évoquais. Moi, je ne vais pas analyser en effet si l'entreprise reste cohérente par rapport à sa stratégie. Ça, on leur fait confiance. On essaie de faire attention avec les entreprises avec lesquelles on travaille. En revanche, pour situer du coup ce marché carbone, on est aujourd'hui dans une démarche volontaire. Je vais prendre un exemple. Si demain une entreprise nous sollicite, s'intéresse à acheter des crédits carbone, à financer la mise en place de meilleures pratiques sur les exploitations agricoles,
elle est vraiment dans une démarche volontaire. Elle a aujourd'hui aucune obligation de la part de l'État, tout comme les agriculteurs, hein, aujourd'hui n'ont pas d'obligation à se lancer dans cette démarche. C'est le marché non réglementé, justement. Exactement, c'est un marché de gré à gré, c'est un marché volontaire. Que ce soit, il faut bien comprendre les deux côtés, que ce soit du côté des agriculteurs, ils n'ont pas d'obligation à l'heure actuelle de s'améliorer, de faire de bilan ou quoi que ce soit, et l'entreprise n'a pas d'obligation. L'objectif du jeu, c'est de faire le lien entre les deux, qui sont prêts à changer, typiquement comme il l'évoquait, c'est exactement son cas, et de l'autre côté, les entreprises qui sont prêtes à financer des émissions de gaz à effet de serre qu'elles n'arrivent pas à réduire. C'est ce qu'on appelle les stratégies ERC, c'est éviter, réduire, compenser. La compensation ne doit intervenir que s'il y a réellement un but du jeu de éviter et réduire avant. Mais encore une fois, je ne peux pas aller vérifier chez tout le monde, sinon ça peut s'apparenter à du greenwashing, comme expliqué juste avant Marion. Et du coup, pour un agriculteur, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu, pour avoir une cadre des revenus, oui. Ouais, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors bon, c'est quand même déjà très variable, hein. L'agriculture française est très variée. Je n'aurai pas les mêmes gains en crédit carbone sur mon exploitation en Seine-et-Marne que dans son exploitation en montagne. Si je devais dire un petit peu déjà les éléments, donc c'est quand même hyper dépendant de quelles sont les pratiques actuelles de l'exploitant agricole. Si en effet il a recours énormément à des engrais de synthèse, à de la chimie, à du travail du sol, avec peu de couverts de végétaux, on va dire que c'est un mauvais agriculteur entre guillemets. Donc là le gain est quand même assez, il peut être plus conséquent. Si je devais donner donc un ordre d'idée de ce que nous on a observé des 600 bilans qu'on a fait, bilan carbone des exploitations agricoles, le gain en crédit carbone, il est à peu près, je dis bien à peu près, compris entre 0,5 et 1,5 crédit carbone par hectare. Et je mets la fourchette au milieu à 1 crédit carbone par hectare et par an. C'est-à-dire qu'une ferme de 100 hectares, demain, va pouvoir générer entre 50 plutôt, à 150 crédits carbone sur son exploitation, par an pendant 5 ans. Il y a bien cette temporalité de 5 ans. Hein. Il faut s'engager sur la mise en place de bonnes pratiques pendant 5 ans. Et donc aujourd'hui, le prix du crédit carbone, hein, donc on le disait, c'est un marché volontaire. Je fais tout pour essayer de le vendre le plus cher possible. Malheureusement, les entreprises, forcément qu'elles ont des budgets, etc., elles ne sont pas prêtes non plus à payer un certain chiffre. On est grosso modo de l'ordre de 30 à 40 euros du crédit carbone payé à l'agriculteur par an. Donc bon, sur une exploitation, comme je vous disais, ça va de 50 multiplié par 30 à 40 euros à 150 crédits carbone, pareil multiplié entre 30 et 40 euros du crédit carbone. Merci beaucoup Antoine, c'était très clair. Alors avant de passer à la troisième partie de cette table ronde, je voudrais quand même qu'on refasse un petit point. Parce que nous avons beaucoup parlé finalement réduction et stockage de carbone, de gaz à effet de serre au sens large. Mais quels sont finalement les autres effets collatéraux positifs de la transition vers l'agroécologie? Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices qui sont attendus, qui sont associés ou pas? Je me permets justement d'intervenir là-dessus, c'est la continuité, je m'excuse, à cette notion de crédit carbone. Dans le cadre du label bas carbone aujourd'hui, lorsque l'on fait les bilans justement, on intègre ces notions qui sont les co-bénéfices. C'est-à-dire qu'on va regarder ce que tous les leviers qui sont impliqués chez les agriculteurs vont permettre d'avoir comme impact sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'érosion, la diversité des cultures, préserver les sols, tout ce genre de choses font partie des éléments qui, dans ce cadre du label bas carbone, sont mesurés. Et c'est ce qui est tout à fait logique et je pense que c'est... Je te laisse d'abord. Bertrand, tu voulais dire quelque chose également? Dans les autres voies sur la partie de décarbonation, il y a effectivement la capacité à séquestrer. Dans la réduction des émissions et les bénéfices collatéraux que peut avoir par exemple les pratiques agroécologiques, c'est la réduction des consommations des intrants. Donc ça peut permettre d'éviter le flux des intrants. On a toute une question quand même qui nous anime là au niveau du cercle thématique sur la question de la place de l'élevage. Là aussi, dans des systèmes en agroécologie, le fait d'avoir des ruminants, ça peut apporter des bénéfices qui sont quand même assez intéressants. Déjà pour valoriser des surfaces qui en prairie naturelle, il n'y a pas d'autre type de valorisation. Et puis d'avoir aussi de la valorisation de couverts ou de prairies temporaires qui sont en rotation. On peut avoir des bénéfices. Dans cette réflexion aussi autour agroécologie, on l'a un peu évoqué. Et quand on faisait un peu l'état des lieux, on disait en décarbonisation, on disait beaucoup de transport aussi. Donc il y a la question quand même
du principe de relocalisation, reterritorialisation, de tout ce qui est principe de production, transformation, commercialisation et distribution, qui n'est pas forcément évidente, mais en tout cas il y a toute cette réflexion-là qui vient aussi derrière. Et puis l'autre grande clé majeure qu'évoquait un peu Julien, c'est aussi comment on fait pour remettre de l'emploi dans la production agricole. On a une grosse problématique d'emploi, de renouvellement des générations, d'accès au foncier pour des individus qui sont des personnes hors cadre familial, transmission des capitaux sur l'agriculture. Donc effectivement, si on se dit dans une perspective de long terme, comme l'évoquait Julien, demain décarbonation, moins d'énergie, ça veut dire moins de machines. Comment on fait pour remettre plus de bras dans l'agriculture? Donc c'est à peu près les trois grands axes qu'on a un peu identifiés sur lesquels on travaille. Oui, du coup, j'en profite pour compléter sur l'emploi. Au-delà des bras qu'il y aurait peut-être éventuellement besoin, il y a surtout, et là je reviens à ce que moi je constate, c'est que dans la mise en place, comme je vous le disais, de la polyculture, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre un volet de diversification, j'ouvre une spécialité et potentiellement j'ai besoin de connaissances et de techniques. Et je pense que l'agriculture, pour les coups, a un potentiel d'emploi énorme dans le travail sur l'ensemble de la connaissance, des suivis techniques, voire après sur la partie récolte, de bras, etc. Mais surtout en amont, sachant qu'on est je crois bien quand on dit agroécologie, je suis pas sûr qu'on connaisse si bien que ça le monde du vivant, et il y a un gros paquet de boulot à faire là-dedans. Et là, il y a un gros potentiel emploi là-dedans, à mon avis. Je ne sais pas si je peux rapidement dire un petit truc. Antoine, il est très intéressant, cet outil que tu proposes pour financer l'agriculteur à essayer de se mettre en mouvement. J'aimerais aussi rappeler, enfin moi c'est le souhait que j'ai ou la frustration que j'ai, c'est que pour moi la politique agricole commune n'est absolument actuellement pas à la hauteur de cela. Et ça pour moi, ça devrait être de ce côté-là le levier d'appui financier public pour arriver à accompagner l'agriculteur à se mettre en mouvement. Et je voudrais compléter aussi ce qu'on parle beaucoup donc là de l'emploi et des bénéfices environnementaux, mais il peut y avoir des bénéfices sur d'autres aspects de la ferme, par exemple sur les aspects économiques. Si on met en place des pratiques vertueuses, agroécologiques, comme par exemple l'agroforesterie, le fait de replanter des arbres ou des haies entre les parcelles, ça peut évidemment avoir tous les impacts environnementaux sur la biodiversité, sur le sol, sur la ressource en eau, etc., mais aussi sur la santé économique et financière de la ferme, en permettant par exemple d'offrir une diversification de revenus à l'agriculteur qui va peut-être pouvoir vendre des petits fruits, des noix ou des fruitiers, ce genre de choses. On peut avoir aussi une autonomie fourragère plus importante si on met certaines espèces qui peuvent permettre de donner du fourrage aux animaux. Donc ça renforce aussi la durabilité du modèle, parce que sans durabilité économique, malheureusement, il n'y a pas de durabilité des modèles non plus. Donc il faut bien penser à ça. Et aussi un lien avec un petit peu le social, parce que l'agroécologie, c'est aussi tous les enjeux sociétaux. Nous, par exemple, on a un agriculteur qui a rejoint notre réseau, qui était céréalier en Beauce, donc vraiment cliché, qui a vendu la grande majorité de ses terres pour ne conserver que 20 hectares. Il est passé en maraîchage bio. Donc déjà, c'est un sacré changement. Il s'est fait un peu traiter pour un fou. Et donc il est passé en maraîchage bio et il a lancé aussi une cueillette, donc en arboriculture. Et ça, l'air de rien, ça recrée une connexion sur son territoire. Il fait de la pédagogie parce que y a des familles qui viennent. Lui, ça lui permet de renforcer aussi son modèle économique, parce qu'il s'est rendu compte que c'était plus rentable pour lui finalement d'avoir des gens qui venaient cueillir eux-mêmes ses fruits que s'il devait avoir des salariés qui venaient les cueillir, les empaqueter, les vendre, etc. Ça fait connaître sa ferme et trouver du coup des nouveaux clients sur son territoire, et ça crée de la pédagogie, ça crée une connexion au territoire, et c'est ça aussi l'agroécologie, cet impact vraiment sociétal, il est aussi hyper important. J'ai juste une question complémentaire, puisqu'on en parle pas mal en ce moment, c'est quand on pense à l'agroécologie, on pense aussi pas mal à l'arbre. Est-ce que face au changement climatique, quel rôle il peut y avoir avec l'arbre dans tous ces systèmes d'évolution des pratiques agricoles? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus?
sur les... Ouais, il y a l'herbe. Alors souvent il y a l'arbre vraiment, la haie déjà, qui déjà en termes de stockage carbone, protection. Alors sur les cultures, une intervention il n'y a pas très très longtemps là-dessus dans le cadre du cercle thématique, donc qui était intéressante. Réservoir de biodiversité pour éventuellement d'avoir des régulateurs pour éviter d'avoir des populations de ravageurs après dans les parcelles. Il y a la question après des arbres dans les parcelles, de l'agroforesterie, mais là dans ce cas-là avec des arbres dans les parcelles. Donc, ce qu'on évoquait, c'est qu'effectivement sur la partie élevage, ça peut être intéressant aussi des aspects d'ombrage pour les animaux. Sur la partie grosse culture, c'est un peu plus compliqué a priori à gérer. Voilà un peu ce qu'on a sur la partie arbre. Moi, je pense que oui, l'agroforesterie, mais dans des formes parfaitement diverses. Et il y a pas mal de choses à aller gratter de ce côté-là et à innover et à imaginer. Mais en tout cas, il semblerait que l'arbre, en tant que tel, cet organisme vivant-là peut être un solide appui pour répondre à nos enjeux de séquestration de carbone, entre autres, voire énergie, puisque c'est une ressource également par définition, et qu'il peut y avoir des filières intéressantes. Voilà, on arrive en seuil d'hiver, on a entendu tout le contexte, on peut se chauffer au bois, est-ce qu'on en a, est-ce qu'il y a possibilité d'en avoir plus, comment on pourrait faire? Dans le monde de l'agroforesterie, comment je vais dire ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense qu'il y a plein d'aspects différents. L'arbre, il peut être aussi bien en termes de séquestration de carbone que de redynamisation du sol, que d'ombrage pour des animaux, que de ressources pour du chauffage, mais aussi du bois d'œuvre, du fruitier pour nourrir. Enfin, il y a un sacré de brise-vent, de pièges à eau. Enfin bref, il y a un paquet d'applications que peut nous permettre l'agroforesterie. À titre personnel, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut appuyer, qui peut nous appuyer dans les différents enjeux et qui peut être un volet très intéressant pour l'agriculteur. Et en complément, je dirais aussi que c'est même aller encore plus loin, c'est qu'on planter des arbres, c'est bien, mais il faut passer par une revégétalisation de tous les espaces. C'est-à-dire que ça passe par des arbres, mais ça peut passer par des bandes enherbées, ça peut passer par des prairies qui sont gérées de manière régénérative, ou même en viticulture, avoir des bandes enherbées entre les rangs. Enfin, vraiment pas se focaliser que sur l'arbre, mais sur remettre du végétal partout. Il doit y en avoir des couverts permanents. Oui, je complète, c'est très juste. En termes de séquestration de carbone, sous réserve d'avoir les mesures, mais Sylvie Monnier, qui est, je me permets de dire son nom, je pense qu'il n'y aurait aucun problème, pour elle, Sylvie Monnier, qui est la responsable de la mission haie en Auvergne-Rhône-Alpes, nous disait lors d'une de ses interventions qu'en termes de séquestration de carbone, la combinaison prairie-arbre était extrêmement efficace. C'est plutôt intéressant. Merci beaucoup. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais me lancer dans la troisième partie de cette intervention. Nous sommes au Salon CIMA. Nous voyons autour de nous pas mal de machines et d'outils divers et variés. Si on devait justement aujourd'hui réfléchir au rôle du machinisme et des outils agricoles dans l'agroécologie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être pour démarrer, déjà vous, par rapport à vos expériences et à vos connaissances, qu'est-ce que vous pensez des outils et des machines? Quelle est leur place dans les exploitations que vous connaissez? Je me permets, moi je pense déjà avant tout, le premier outil c'est le sol. Tant que les exploitants agricoles n'auront pas compris que le premier outil à quand même remettre en forme et à faire fructifier, c'est le sol, l'aspect machinisme viendra en complément. Nous on le voit là sur l'exploitation familiale quand on a fait la conversion en agriculture de conservation. On s'est d'abord formé, on a d'abord repensé un petit peu tout le mode de fonctionnement et ensuite on a vu en effet cet aspect machinisme qui a toutefois un rôle très important. Les exploitations agricoles aujourd'hui ne sont pas forcément équipées pour faire de l'agriculture de conservation, du semi-direct, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une part importante, mais je pense que déjà avant tout le premier outil, ça reste le sol et je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Oui, nous en fait c'est une question qui est difficile à répondre, ça dépend tellement des productions. Je veux dire, en grande culture c'est quand même difficile de se passer de tracteurs. Après il y a
aussi peut-être des tracteurs plus légers. Enfin, de toute façon, déjà, si on passe en conservation des sols ou sur des pratiques agroécologiques, on a moins besoin de passer dans les champs. Donc déjà, on a moins besoin de tracteurs. En maraîchage, on peut avoir, notamment sur les modèles en sol vivant, évidemment moins besoin de machines. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça permet aussi parfois d'équilibrer les modèles économiques et d'avoir des modèles qui sont plus pérennes. C'est-à-dire que, par exemple, le maraîchage, ça demande beaucoup physiquement, c'est très dur. Si on veut avoir des agriculteurs qui tiennent le coup et qui n'ont pas le dos brisé à 40 ou 50 ans, en fait, tout est une question de compromis. On a un exemple, par exemple, en Normandie, le lauréat de la catégorie maraîchage de notre concours de l'année dernière, c'est un maraîcher qui s'est installé sur 2 hectares de la ferme en grande culture de ses parents et qui a choisi la taille de ses planches en fonction de la taille du tracteur de ses parents. Ce qui fait qu'il peut emprunter ponctuellement le tracteur de ses parents pour, par exemple, mettre son paillage, son fumier, son compost, etc. Ce qui fait ça lui permet d'équilibrer son modèle, d'être beaucoup plus efficace, parce que dans le maraîchage, l'efficacité, c'est vraiment une clé de réussite pour équilibrer le modèle d'un point de vue économique. Et donc, voilà, c'est une question de compromis, et pour autant, sa ferme est extrêmement vertueuse d'un point de vue environnemental. Donc, voilà, il faut arriver à pas, des fois, avoir des visions qui sont trop utopistes. Des fois, on a des porteurs de projets dans nos formations qui disent « Ah, on est allé visiter une ferme, on a vu un tracteur, ou alors on a vu une bâche c'est du pétrole. » Et nous, on leur explique, bah oui, peut-être, mais par exemple, si vous couvrez une planche d'une bâche pour limiter l'enherbement et repartir sur une culture la saison prochaine, certes, vous avez utilisé une bâche, mais le carbone que vous allez conserver dans le sol va largement compenser le pétrole qui a été utilisé pour la bâche. On a un autre agriculteur du Calvados qui nous disait qu'il avait calculé que toutes les bâches utilisées sur sa ferme, que ce soit pour les 3 serres qu'il avait ou les bâches pour bâcher ses planches, en fait ça équivalait en termes de CO2 à un aller-retour Calvados-Paris. Ce qui est vraiment peanuts en fait, en une livraison presque c'est fait. Et par contre le carbone qu'il arrive à stocker et à conserver dans le sol parce qu'il est justement en maraîchage sur sol vivant excède largement le carbone émis par la fabrication de cette bâche. Donc voilà, c'était un peu pour nuancer parfois les visions un petit peu utopistes qu'on peut avoir sur ces pratiques-là. Oui, moi je voulais dire, soyons clairs, hein, la machine on en a besoin. Pour mes fourrages, à moins que j'arrive à avoir une armée de bonhommes qui retapent la faux à l'ancienne et on se pointe à 4 h du mat pour faucher en tandem, pourquoi pas, on peut essayer, mais je crois que dans l'immédiat, on n'y est pas prêt. Et donc la machine, elle a largement toute sa place. Je pense qu'au niveau du machiniste, il y a une page blanche à écrire où, globalement, il faudrait qu'elle soit... Il y a une grosse part de développement, sans doute, vu qu'il y aurait un besoin d'évolution de pratique, il y a forcément un besoin de l'évolution de la machine. Donc il y a peut-être, dans le cas des travails du sol, de nouvelles machines à expérimenter. Il y a peut-être des machines, tu parlais de l'agriculteur qui avait dit bah tiens je vais adapter ma planche en fonction de la machine. Ça peut être à l'inverse peut-être des tracteurs, peut-être je dis une bêtise, hein, mais des tracteurs qui soient hyper polyvalents où on peut mettre dessus plein d'outils, encore plus qu'il l'est maintenant. Il y a aussi sur le volet énergie, alors j'imagine qu'il y a largement un travail de fait là-dessus sur la performance des tracteurs pour utiliser moins de carburant, mais également imaginer des combinaisons peut-être de tracteurs plus hybrides en travaillant en gaz, etc. On ne le voit pas vraiment, mais en tout cas, sur le machinisme agricole, dans la machine, on en a encore besoin, ne nous cachons pas. Peut-être qu'il faudrait l'utiliser différemment, en tout cas l'utiliser différemment, et en tout cas, il y a sûrement de la recherche et développement à faire de ce côté-là, pour répondre dans l'axe qu'on a réfléchi ici. C'était en effet ma question, plutôt quelles machines et quels outils pour les fermes agroécologiques de demain? Comment les adapter? Vas-y, Bertrand. Juste un petit point, on disait l'outil sol en premier, et dans les fermes d'élevage de ruminants, on a aussi l'outil animal qui peut être assez intéressant. Alors,
pas forcément pour des aspects de traction, mais au moins pour des aspects de valorisation, par exemple de biomasse, ça peut être utile. Il y a André Pochon qui disait ça, hein, une vache c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à fumier à l'arrière, donc il y a les questions de fertilisation qui viennent derrière. Et même on le voit sur la ferme, pour la valorisation des couverts par exemple, c'est vrai que voilà, les animaux consomment, on a une valorisation là-dessus. Voilà, l'outil animal aussi, chez les ruminants, peut être intéressant là-dessus. Tu faisais peut-être rapidement écho un peu à la place de l'élevage, c'est pour ça oui, c'est en tout cas qu'on peut avoir une cohérence sur la polyculture il paraît évident que dans un modèle agroécologique, sous un verger, il semblerait plus pertinent d'y mettre un lot de petits ruminants pour gérer l'herbe qu'un broyeur qui fonctionne au pétrole. Et pour conclure cette partie-là, nous on est souvent entre deux mondes chez Ferme d'Avenir, comme historiquement on est beaucoup sur des problématiques d'agroécologie, voire de permaculture. Beaucoup de gens viennent à nous en parlant de tout ce qui est low-tech, etc., en opposition à la high-tech. Et ce qu'on répond en général, c'est qu'effectivement toute cette tendance agri-tech ou high-tech, pour nous, en fait, c'est pas ça qui va accélérer la transition ou qui va en tout cas nous permettre d'aller sur des modèles qui sont plus vertueux. C'est pas la high-tech, c'est vraiment le génie du vivant, qui a 3,6 milliards d'années de R&D derrière elle. Et donc voilà, c'est vraiment pour faire le lien aussi avec ce que tu disais Antoine tout à l'heure, le vivant, le sol qui est le premier outil de l'agriculteur. Et qu'il faut tout à fait respecter, mais que par ailleurs on entend qu'il y a aussi des sujets de pénibilité physique, éventuellement de protection, d'hygiène, des questions sanitaires qui peuvent être prises en compte, et il peut y avoir des pistes pour des développements de machines et d'outils qui soient nouveaux, qui soient plus légers, qui soient plus respectueux justement du travail que vous faites. Oui, Antoine, je t'ai coupé. Non, mais il y a déjà eu énormément d'efforts de fait de la part des constructeurs justement à ces niveaux-là, que ce soit les GPS, que ce soit en effet les réglages des machines sur la pénibilité et tout. Ça a déjà beaucoup avancé, il faut que ça continue dans le sens qu'on évoquait justement. Et donc ma petite question pour la fin, et c'est la dernière, et du coup je vous laisse tous les quatre y répondre, c'est finalement comment accompagner le monde agricole en vue de répondre aux enjeux actuels. On a quoi, 4 heures là? Non, je dirais 1 à 2 minutes max chacun. Non, je pense quand même que déjà la diversité d'agriculture en France fait que c'est compliqué de répondre à cette question, mais je pense que quoi qu'il arrive, il faut que les agriculteurs se forment, soient accompagnés, aient la volonté d'aller dans la bonne démarche. Il y en a quand même encore beaucoup qui ne se posent pas ces bonnes questions-là, qui ne sont pas prêts à faire les changements, qui voient les changements comme des contraintes, qui n'ont pas compris l'outil sol, l'outil économique qu'il y a derrière si on a un sol qui tourne bien. Enfin, il y a un petit peu tout ça qui est à prendre en compte, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'ils aillent se former et ça va permettre après d'accompagner cette transition, je pense. Moi, je dirais que ce serait déjà leur démontrer que l'agroécologie ou l'écologie, c'est pas qu'une lubie de bobos parisiens hors sol, mais que justement, ils ont des pairs qui s'y mettent avec des résultats économiques, avec des modèles qui fonctionnent, et que sur le terrain, organiser des visites, des groupes de réflexion, des groupes de travail pour montrer que voilà, c'est pas que des gens dans leur bureau qui ont des lubies et que ça peut fonctionner sur le terrain. Et ensuite, je pense que la problématique du financement se pose aussi, et qu'il va y avoir besoin que toute la société entière s'implique pour financer cette transition-là, que ce soit les consommateurs au travers de prix justes pour rémunérer ce travail-là, ou que ce soit à travers l'État qui légifère, ou des sociétés privées qui s'emparent de ces marchés-là. Oui, c'est vrai que oui, il y a cette question, on l'a évoqué, la question de la formation, pour savoir déjà, les agriculteurs ont vécu un peu cette année la climatique très très particulière, donc la question de prise de conscience sur on a un petit problème et à quelle distance je me mesure j'ai par rapport à ce problème-là. Donc il y a la question de la formation, la question qui se fait souvent en groupe. Donc il y a des outils qui permettent de se dire voilà, des diagnostics d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreinte énergétique, etc. pour avancer sur ces questions-là. Et ensuite, la deuxième chose, peut-être des fois aussi mobiliser des acteurs de la filière, aussi bien à l'amont mais aussi à l'aval des exploitations agricoles, pour justement aussi savoir à quelle distance il se situe de ce problème-là,
comment ils vont le gérer sur le long terme. Et c'est vrai qu'après, en termes d'outils, en termes de dispositifs, c'est peut-être aussi de recréer un cadre qui permette d'avoir de la lisibilité sur le long terme. Dans le secteur agricole, on subit déjà les aléas météorologiques. Si on pouvait se prémunir un peu des aléas économiques, si on pouvait créer des filières qui, en s'adossant à des cahiers des charges, rentrent dans les clous, que ce soit sur le climat, soit compatible avec des aspects environnementaux, mais aussi de permettre aussi d'avoir un cadre de commercialisation, de volume, de prix, voire même quelque chose de multifilière avec quelque chose d'assurantiel derrière, parce que faire des nouvelles cultures, c'est vrai quand on était habitué à faire des cultures de blé, colza, orge, demain de faire des lentilles, faire des pois chiches, etc., c'est techniquement prendre un peu des risques, etc. Comment on assure ça un peu collectivement pour permettre justement d'avoir au moins un cadre qui, sur ce plan-là, sur le plan financier, soit un peu plus sécurisé et permettre d'enclencher un peu la transition aussi chez les agriculteurs, quoi. Mais quelque chose qui soit plus collectif avec, si possible, les consommateurs jusqu'au bout, quoi. Julien, tu as le mot de la fin. Oui, du coup, il parlait de consommateurs, j'allais aller amener là-dessus. Moi, je pense que les agriculteurs, ce qu'on a discuté autour de cette table ronde, je pense que tout le monde, je crois qu'ils l'ont compris et ils le constatent. Après la mise en mouvement, vous avez parlé de données économiques, de filières, d'être dans son coin, etc. C'est pas si évident que ça à mettre en mouvement. Et je pense que pour le coup, il faut surtout pas avoir de jugement sur l'agriculteur qui arrive difficilement à bouger des lignes. D'autant plus que cette affaire-là, elle ne concerne pas que l'agriculteur. L'agriculteur, il nourrit les gens, il nourrit le consommateur, et cette mise en mouvement, elle passera aussi, ça c'est un eau de lait, sur des changements, une prise de conscience du consommateur. Ça a été évoqué, je crois, au début de la table ronde, sur peut-être accepter de reprioriser le budget alimentaire dans les différents budgets des consommateurs, permettrait dans un deuxième temps que les agriculteurs puissent bouger des lignes entre guillemets un peu plus vertueuses. J'ai le mot de la fin, alors je dis un proverbe qui me tient à cœur, qui me ramène toujours à mes réflexions, ma mise en mouvement, et vous le connaissez sans doute, c'est on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais on l'emprunte à nos enfants. Merci Julien. Et juste un petit mot, si ce sujet-là vous intéresse, il y a un excellent film qui est sorti au cinéma hier qui s'appelle Mission Régénération, sur justement comment l'agriculture peut stocker du carbone. Il est superbement bien fait. Ferme d'Avenir est partenaire officiel du film, donc allez le voir, tapez Mission Régénération dans Google et ça va vous plaire. Et il nous reste encore 5 minutes. Si quelqu'un dans le public a une question ou deux. Non, pas de question. Si, peut-être là derrière, une. Merci. C'est une question qui s'adresse à Ferme d'Avenir, plus particulièrement. Si je ne me trompe pas, vous avez expérimenté il y a quelques années un modèle de comptabilité en 3 dimensions, triple comptabilité, modèle de Jacques Richard. Je voulais savoir si vous continuiez cette exploration, qu'est-ce que ça donne, etc. Oui, tout à fait. Donc ça s'appelle la comptabilité socio-environnementale. En fait, c'est une manière de réinventer la comptabilité pour prendre en compte non seulement les capitaux financiers qu'on prend traditionnellement en compte dans un bilan d'une entreprise, par exemple, mais aussi les capitaux sociaux et environnementaux. Comment, par exemple, un bilan comptable d'une entreprise, donc ça peut s'appliquer à toute entreprise, mais là en particulier aux entreprises agricoles, peut changer quand on prend en compte les capitaux sociaux environnementaux. Et donc il y a différents modèles de comptabilité. Nous on expérimente le modèle CARE en partenariat avec la chaire de comptabilité écologique d'AgroParisTech sur des fermes agroécologiques de notre réseau. On fait des expérimentations depuis 2017, on continue. Il y a les premiers résultats qui sont sortis il y a quelques années. Là on va mettre des nouvelles choses à jour sur notre site internet prochainement. Et donc voilà, on continue, les choses vont sortir prochainement. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, public.